Bonjour à tous, nouveau décryptage des marchés d'AGEAS Patrimoine en compagnie d'Alain Dubrul de Clarisco et d'Éric Venet de Montbleu Finance. Bonjour à tous deux. Bonjour. Alors Alain, vous êtes directeur de la gestion chez Clarisco, si on est précis. Oui, tout à fait. Éric, vous êtes responsable de la gestion chez Montbleu Finance. Oui. Tout est exact. Bon, alors tout de suite, la synthèse des indicateurs de marché concoctés par AGEAS Patrimoine. Je vous rappelle que ces indicateurs sont notés de 1 à 5. Plus la note est élevée, plus le thème semble être prégnant dans le marché. Alors par rapport au dernier décryptage, quelques changements. Les matières premières remontent de 3 à 4 en raison des tensions avec l'Iran qui menacent de bloquer le détroit d'Ormuz si les exportations pétrolières iraniennes se trouvent d'une manière ou d'une autre restreintes. La croissance devient un sujet de plus en plus marquant, ou plus précisément le maintien de la croissance mondiale sur les niveaux actuels devient sujet à caution en raison de l'escalade dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'inflation reste un thème fort, en demeurant à 4 sur 5. Les devises constituent pour l'heure un thème annexe, à 3. Les BPA, les bénéfices par action, qui sortent à 1, ne sont a priori pas un sujet. Pour combien de temps? C'est la question. Quant à la politique monétaire, elle reste au cœur des préoccupations des gestionnaires d'actifs, selon le baromètre AGEAS Patrimoine, puisqu'elle obtient la note maximale de 5. La question sous-jacente est bien sûr celle du degré de normalisation de la politique monétaire vers lequel se dirigent les banques centrales. Alain, Éric, alors, question liminaire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hiérarchie des thèmes de marché? Est-ce que pour vous, la politique monétaire, c'est, à l'heure actuelle, l'alpha, l'oméga du marché en ce moment? Alors, je dirais que quand on regarde ces critères, il faut d'abord considérer leur importance, mais aussi leur pertinence. C'est-à-dire que la politique monétaire est très importante, bien entendu, mais à partir du moment où elle est prévisible, le degré de surprise est plus limité et donc du coup je pense qu'elle est moins à même de faire bouger les marchés. Typiquement la politique monétaire, c'est surtout la Fed et la BCE. En ce qui concerne la Fed, il y avait un consensus pour qu'il fasse entre 3 et 4 hausses de taux cette année. On s'oriente plutôt vers 4. Mais je dirais que le comportement de la Fed depuis 2 ans est assez linéaire et finalement très prévisible. Donc on sait qu'on va vers un certain resserrement. Mais je dirais l'amplitude les surprises qu'on peut avoir par rapport à ce qui va se passer sont finalement assez limitées. Et du côté de la BCE, elle a annoncé, comme on s'y attendait, que le QE serait réduit à partir de septembre. Il y a eu un petit rajout jusqu'à décembre qui allait dans une optique d'être un peu plus souple qu'on s'y attendait. Mais globalement, c'est quand même, à mon avis, assez en ligne avec les attentes. Et pour ce qui est de la hausse des taux courts, c'est plutôt pour l'année prochaine. Donc pour vous, la politique monétaire, ce n'est pas un sujet. On va y revenir, voilà. Mais qu'est-ce qui compte donc, alors? C'est important, mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet parce que c'est prévisible, prévu. C'était beaucoup plus incertain il y a 18 mois. Ce qui me frappe en fait dans cette hiérarchie, c'est le fait que les investisseurs ont l'air de se moquer complètement des résultats des entreprises. Alors c'est vrai qu'ils ont été bons jusqu'à maintenant, mais je crois quand même, étant quand même un gérant à dominante action, que, in fine, c'est quand même la performance des entreprises qui va driver la performance des marchés. Et dans ce cadre-là, je serais surpris que les investisseurs ne s'intéressent pas aux résultats des entreprises, probablement parce qu'ils ont été bons. Mais je pense que c'est quand même ça qui est le nerf de la guerre. Maintenant, même aujourd'hui encore. Oui, parce que on voit d'ailleurs que dans un marché un peu plus fébrile, c'est lorsque certaines sociétés annoncent des résultats un petit peu inférieurs aux attentes, les sanctions boursières sont très fortes. Alors on va revenir sur ce thème des bénéfices par action. Éric, j'aimerais vous interroger quant à la prévisibilité justement de la politique monétaire des banques centrales que souligne Alain. Parce que, ok, le chemin semble tracé, très bien, mais en même temps, on sait que la politique monétaire, parfois, elle est ajustée en fonction de considérations telles que l'inflation. On a des tensions inflationnistes. Est-ce qu'on n'a pas un risque tout de même, en dépit de cette prévisibilité que vous indiquez, Alain, d'un petit dérapage dans l'exécution? Oui, alors en fait, c'est marrant ce classement parce qu'en fait, effectivement, le mot, c'est prévisibilité. Voilà. Et en fait, ce qu'on a aujourd'hui le plus sûr, c'est peut-être la politique monétaire, en fait, aujourd'hui le plus prévisible. Et ensuite, effectivement, l'inflation. Donc, monétaire, on sait que de toute façon, la normalisation est faite aux États-Unis. On sait qu'elle commencera simplement dans 1 an en Europe. Il n'y a pas de négociation possible. Le reste, l'Angleterre, elle a du mal à s'en sortir avec son Brexit. Le Japon a dit qu'il attendrait encore un peu. Bon, voilà, point. L'inflation, là, il y a une petite dose effectivement, de suspense, mais bon, pas très très grave. On sait que de toute façon, on y va aux États-Unis. Moyennement, en Europe,
c'est pas encore le cœur du sujet, ça le sera, et quand ça le sera, ça sera vraiment bien le temps de s'en inquiéter. Donc là, il y a une petite incertitude, mais vraiment très très petite. Un peu moins de croissance, de visibilité, la croissance. Effectivement, là, effectivement, ça va dépendre effectivement de ce que j'allais dire, l'incertitude géopolitique et le bras de fer de Trump, qui est pour moi le fondamental, finalement. C'est ça que vous mettriez au top des oui, parce que thèmes. tout va découler de là, en fait. Alors que, inversement, le plus important, c'est bien la politique monétaire, ensuite l'inflation, ensuite la croissance. Mais là, on a une hiérarchie complètement inversée, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le politique a pris un poids considérable sur l'économie. En 2 mots, l'économie va bien, mieux que bien, sauf que le politique lui crée une incertitude, alors déjà de direction, mais surtout l'incertitude se traduit en économie toujours par moins d'investissement et donc plus de ralentissement. Et après, plus d'inflation, parce qu'on est sur la politique. Alors Alain, si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous mettiez en priorité, au sommet de la pyramide des thèmes, les bénéfices par action. Mais alors, pas forcément au sommet, mais je suis surpris que dans la hiérarchie, il soit si bas. Parce qu'in fine, c'est quand même ça qui importe. Je voudrais juste revenir sur la question de l'inflation. Enfin, déjà, il y a un thème qui n'apparaît pas dans cette liste et qui finalement ressort dans ce que vient de nous dire Eric, c'est la guerre commerciale. En fait, c'est ça le thème. C'est dans la croissance. La guerre commerciale est le thème nouveau qui est lié à Trump. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait un petit peu... Qui conditionne les BPA, d'ailleurs. Ou alors, oui et non. Tellement à la fin. Pas tant que ça. Pour l'instant, ce n'est que du bruit. Et on peut aussi... aujourd'hui, ce qui fait bouger les marchés, c'est cette crainte. Avec Trump, en fait, les paramètres ont un peu bougé. Puisqu'avec Trump, qu'est-ce qu'on a ? On a des menaces de protectionnisme et de guerre commerciale, avec 3 conséquences qui retrouvent certains des critères qui sont ici. Si les États-Unis se ferment davantage ou mettent des taxes, c'est potentiellement inflationniste, chez eux, mais même ailleurs, puisque tout le monde met des taxes, c'est inflationniste. Donc c'est un problème. Matières premières, parce que ça peut peser sur la croissance mondiale, ça peut peser sur les échanges, donc ça peut potentiellement réduire la demande et peser sur les cours, mais pas forcément, puisque dans certains cas, si dans certains pays on met des taxes, ça veut dire que dans d'autres endroits, eh bien, si par exemple le pétrole iranien ne peut plus sortir, quelque part, les prix du pétrole vont monter. Donc ça sera mauvais pour l'inflation, mais pas forcément pour les matières premières. Donc il faut faire attention. La croissance, parce que dans une théorie économique libérale, c'est si on réduit les échanges, on réduit l'efficience, et donc forcément ça pèse indirectement sur la croissance, les devises étant un corollaire. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que dans la guerre commerciale, si elle se matérialisait, elle aurait évidemment un impact négatif sur l'inflation, un impact mixte sur les matières premières, mais en tout cas inflationniste, et un impact négatif sur la croissance. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Pour l'instant, il y a beaucoup de bruit. Trump, il faut bien se garder en tête que c'est un négociateur. Donc avant tout, ce qu'il veut, c'est... il avance des trucs invraisemblables, mais in fine, pour qu'on arrive à quelque chose de raisonnable. Il n'est pas aussi déraisonnable qu'il en a l'air. C'est pour ça que le marché a du mal. D'un côté, il se dit, s'il fait tout ce qu'il dit, ça va être catastrophique, mais en même temps, souvent, d'un moment, il retire ses billes pour arriver à... Par exemple, sur l'automobile, aujourd'hui, il est en train de monter au créneau sur des menaces très fortes, mais en réalité, les automobiles américaines qui sont exportées en Europe sont taxées à 10%, et dans l'autre sens, c'était 2,5%. Sachant qu'il n'y a pratiquement aucune automobile américaine qui est exportée vers l'Europe de toute façon. Donc il y a beaucoup de bruit dans tout ça. Voilà, je prends sur cet exemple, la semaine dernière, par exemple, les automobilistes européens, l'Europe est en train de réfléchir peut-être à mettre sur la table, à refaire un accord sur lequel finalement on se mettrait sur les mêmes droits, alléger des deux côtés, et je pense que c'est typiquement le genre de choses qui pourrait arriver. Eric, je vous voyais faire la bonne chose un petit peu. Qui serait pas une bonne chose. Oui. Je trouve que Alain est optimiste. En fait, la guerre, une menace de guerre, c'est pas des menaces de guerre. Enfin, on est dans les premières escarmouches quand même. Et on a eu déjà quelques entreprises. Quand Harley Davidson dit voilà, puisque c'est comme ça, je vais changer. On y est. Alors, et d'ailleurs, le marché a été surpris ces dernières semaines. C'est la dernière semaine. Ça y est, ça se passe en fait. Je crois qu'en Europe, on ne réalisait pas que, effectivement, on sait qu'il est dans le deal, je vais être frappé, puis après je recule. Il n'a pas tellement reculé tant que ça, en fait. Il ne recule pas vraiment. Et je crois que, si vous citiez le deal, c'est-à-dire que si Trump ne taxe pas les 25% de l'automobile, eh bien, Merkel a dit, moi,
je ferai en sorte pour qu'on taxe zéro l'importation d'automobiles. Je ne suis pas sûr que ça soit un bon deal à moyen terme, parce qu'il ne faut pas aller dans ce rapport de force, parce que on n'a rien à gagner. Et je ne suis pas sûr que les marchés ont applaudi d'une hausse la même journée. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Je crois que l'Europe ne doit pas y aller tout seul, l'Allemagne ne doit pas y aller tout seul. Je crois qu'il y a l'avantage de ce qui se passe avec Trump, c'est qu'il bouscule, il met les pieds dans le plat. Toujours au départ avec des vrais problèmes. Je ne suis pas sûr que ces solutions soient intéressantes parce qu'on n'est pas armé pour ces solutions. Quand vous allez au deal et que vous êtes le plus fort, parce que l'économie américaine reste quand même l'économie du monde, c'est simple. Quand vous ne l'êtes pas, c'est plus compliqué. Donc, j'ai juste aimé que les économistes fassent leur boulot au départ en disant mais on ne peut pas laisser des pays accumuler des déficits commerciaux comme ça, voire des excédents pour l'Allemagne, sans rien faire. C'est quelqu'un des États-Unis qui met le pied dans le plat avec ses gros sabots américains. Et c'est dommage, c'est comme ça, mais je crois qu'il va falloir réfléchir à plein de choses. Mais en tout cas, pour l'un comme pour l'autre, finalement, ce thème de la croissance mondiale, parce qu'en fait, la guerre commerciale est exprimée au travers de l'indicateur croissance mondiale. C'est l'idée que finalement, on aurait des dommages occasionnés par la guerre commerciale ou même les tweets, tout simplement, de Trump, puisqu'il crée de l'incertitude. On voit bien qu'il freine un certain nombre de chefs d'entreprise dans leurs investissements. L'investissement aux États-Unis n'est pas aussi dynamique qu'on pouvait l'espérer. Oui. Donc tout ça est pris en compte là. Donc pour vous, c'est ce thème-là, pour le moment, qui est le plus important. Mais c'est celui qui est disruptif, c'est-à-dire effectivement une guerre commerciale qui pourrait s'envenimer et peser déjà sur les anticipations des investisseurs. C'est pour ça que dans les enquêtes, on commence à voir des signaux qui sont un petit peu moins bons. Pour l'instant, moi, je crois quand même que c'est plutôt des craintes que des réalités. Maintenant, il y a des cas concrets. Par exemple, Ruby, qui est une société qui fait des terminaux pétroliers et de la distribution de pétrole. Ils avaient un terminal au sud de la Turquie qui exportait du pétrole kurde. Bon, premier bloc, la Turquie a décidé de stopper le tuyau. Donc, ils ont commencé à réexporter par l'Iran. Et puis, finalement, l'Iran ferme aussi son robinet parce qu'ils n'ont plus le droit d'exporter. Donc, c'est une entreprise qui est indirectement un peu touchée. Et on voit pas mal de petits exemples aujourd'hui de sociétés. Ah bah oui, tiens, oui, finalement, ils étaient exportateurs. Beneteau qui exporte des bateaux de plaisance construits aux États-Unis vers l'Europe. Ah bah non, là, il y a une taxe. Voilà. Alors donc, justement, est-ce que quand on voit toutes ces petites fragilités qui apparaissent de ci, de là, est-ce que l'opinion qui consiste à se dire du côté des résultats, on n'est pas inquiet pour le moment, ce qui est vrai, mais est-ce qu'on ne va pas l'être dans un avenir très très proche, puisqu'on commence à percevoir des détériorations? Les publications de résultats et les indications de tendance sur les prochains trimestres vont être assez importantes dans les prochaines semaines, donc c'est là qu'on va voir. Effectivement, le marché est un peu fébrile et donc toute publication un petit peu décevante est assez rapidement sanctionnée. Maintenant, si on regarde les chiffres macroéconomiques globaux, aux États-Unis ou en Europe, force est de constater qu'ils sont quand même assez bons. Oui, et assez solide. Maintenant, les anticipations sont moindres. Donc, aujourd'hui, toute la question de l'été, c'est de dire est-ce que la croissance n'est pas en train de ralentir? Et du coup, tout le monde commence à avoir une approche plus prudente. Je pense que la réaction du marché au BPA qui arrive là, cette semaine va être importante. C'est-à-dire que je crois qu'on va voir comme le premier trimestre. C'est-à-dire que les résultats sont bons, mais si celui qui est présent dit, vous savez, moi, le prochain trimestre, je n'ai pas vraiment de visibilité. Une entreprise, deux entreprises, mais si toutes elles sont comme ça, elles étaient déjà une partie un peu comme ça, et ils étaient sanctionnés par une non-croissance. Si jamais on a ça, ça va en créer un peu plus d'incertitude. Et je ne vois pas aujourd'hui, quand vous êtes CEO d'une petite boîte comme ça, avoir des certitudes, puisque personne ne sait par définition. Alors le temps file, mais justement, on en arrive peut-être au cœur du sujet, c'est quand on a un environnement aussi incertain, qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles, Eric? Oui, alors normalement, on pourrait se dire, je me mets sur le secteur obligataire, sur les taux, et je serai tranquille. En fait, pas du tout, parce que je crois que c'est le pire secteur aujourd'hui. C'est une fausse bonne idée. Oui, c'est une très fausse bonne idée, parce que de toute façon, vous ne pouvez que perdre. Parce que si jamais vous vous trompez dans un sens, globalement on sait que les taux vont remonter à
à 5-6 ans, je me trompe pas beaucoup, puisque ça fait 20 ans qu'il baisse. Mais le problème, c'est que si jamais il y a une incertitude forte, eh bien, tout se bloque sur le marché obligataire. Vous n'avez pas de liquidité. Et quand vous n'avez pas de liquidité, là, vous êtes sûr de perdre beaucoup. Donc, au mieux, vous perdez un tout petit peu, au pire, vous perdez beaucoup. Donc, il ne faut pas être là-dessus. Donc, il faut être soit sur des petits segments, donc comme Alain Gère, sur des petites valeurs où vous connaissez très très bien et vous dites de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une très très belle boîte, et auquel cas vous y allez quand il y a une réaction de marché excessive, soit vous donnez carte blanche à un gérant qui lui, a les mains libres pour aller sur l'ensemble de la planète financière. Et c'est là, à mon sens, et depuis 6 mois, nous, on a ces 2 fonds à Montbleu, et on voit que celui qui performe le plus, défi, est celui qui n'a pas de contraintes, qui peut aller de 0 à 100, mais aller sur tous les marchés. Il peut faire très bien une devise, quand vous voyez que les devises émergentes ont perdu 10-15%, le marché brésilien, on est à moins 20%. Mais il y a des opportunités. Il faut prendre des opportunités un peu partout et vous avez plus de sécurité en diversifiant vos portefeuilles par des fonds flexibles que sur un fonds dit patrimonial qui fonctionne très bien il y a 4-5 ans. Est-ce que vous partagez cette vision des choses, Alain ? Oui, enfin, pour la part, disons que on aurait un petit peu 2 poches. Hein. Pour gagner vraiment de l'argent, on pensait quand même l'investissement en actions. Après, il y a des questions effectivement d'allocation de fonds. Nous, on est plutôt sur des valeurs, conceptuellement sur des valeurs qui ont une histoire structurelle, qui sont sur des valeurs de croissance, sur des marchés où, quel que soit le vent, on va dire, la qualité propre de l'entreprise va l'emporter. C'est aussi l'intérêt des petites et moyennes valeurs, c'est qu'il y a plus d'histoire propre, c'est des sociétés qui sont dans l'industrie, dans les services, dans la technologie, dans la santé, alors que dans les grandes valeurs, on a des boîtes qui sont dans le pétrole. Alors, le pétrole a marché récemment, mais il n'y a pas un problème de cherté, tout de même, des petites oui et non, parce que, et ça nous amène aussi à la question de la technologie, puisqu'on a quelques secteurs qui bénéficient en fait de changements de tendance de fond. On le voit bien dans la technologie, dans certaines valeurs de santé, dans les semi-conducteurs. Typiquement, le semi-conducteur, c'était un secteur qui historiquement était très lié à un cycle de technologie, avec une demande qui... En fait, la demande ne faisait pas forcément les performances parce que l'ajustement de l'offre pouvait être assez violent. Et donc, c'est un secteur qui fait suivre de très près ou qui était très volatile. Il le demeure aujourd'hui, mais peut-être ce qui a changé, c'est qu'auparavant, les semis fonctionnaient sur un cycle, ça a été le PC, puis c'était le PC portable, puis c'était le téléphone portable. Aujourd'hui, on a 4 ou 5 segments qui sont un petit peu moins gros que ces vagues précédentes, mais qui tous les 4 ou 5 sont en croissance très importante et assurent, je pense, à ce secteur une meilleure visibilité. On le voit dans les sociétés. C'est important la visibilité, en fait. Ouais. Donc, vous avez à nous le secteur, c'est le luxe. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est cher ? C'est pas important la question de cherté quand vous avez une croissance soutenue. Quand vous avez du Kering qui fait 30% par an de croissance, bon, est-ce que c'est cher ? Oui ou non, j'en sais rien. En tout cas, vu l'environnement qu'on vient de voir, moi, je préfère être investi en Kering que sur une grosse capitalisation. Pour rebondir sur cette question, petite, en fait. Hein, c'est les 2 palettes, parce qu'ils ont le même taux de croissance. Pour rebondir sur cette question des valorisations, on a effectivement aujourd'hui en portefeuille un certain nombre de valeurs. Quand on regarde les multiples des petites et moyennes valeurs, il y a un peu de tout dans ce secteur, mais il y a quand même pas mal de boîtes qui sont valorisées à 20, 25 fois, voire 30, 35 fois les résultats. Mais ce sont des sociétés, d'abord, où dans un certain nombre de cas, on n'a pas le temps pour rentrer dans les détails, mais dans un certain nombre de cas, elles sont valorisées 30-35 fois les résultats parce que bien souvent le consensus n'arrive pas à suivre la rapidité de la croissance de ces boîtes, ou alors ils ont pricé ce qui se passait en France, mais elles se développent à l'international, mais on ne sait pas à quelle vitesse, et finalement, les sociétés arrivent avec des résultats qui sont finalement toujours plus hauts que ce que le marché attendait, donc finalement les 35 fois 2019 deviennent assez rapidement 25 fois, enfin entre-temps le cours continue de monter, et puis si on se positionne par exemple sur les GAFA, américaines, qui ont quand même une croissance de résultats pour la plupart entre 20 et 30% par an, dans le pire des cas, s'il y avait vraiment un bain de sang sur les marchés, on peut dire qu'un Apple ou ces gens-là, ils pourraient éventuellement perdre 30-35% de leur valeur en 2 mois, ce qui est forcément désagréable pour tout le monde, mais quand vous croissez de 20 à 30% par an, finalement en 1 an, vous avez fait le chemin pratiquement. Donc quelque part, le risque d'être sur ces valeurs-là, si la croissance est bien durable, n'est pas si important que ça pour un investisseur qui a une vision à 5-10 ans. Alors, dernière remarque. Oui, il n'y aura pas de bain de sang. Enfin, je voudrais juste dire... Dans l'hypothèse la pire. Quand on dit qu'on a une insécurité, on n'anticipe pas un bain de sang. Et je pense qu'on n'aura pas de bain de sang pour une raison simple, c'est qu'il y a quand même, les banques centrales ont compris que de toute façon,
c'est mauvais pour tout le monde, les bains de sang, donc il n'y aura pas de bain de sang. Il y aura juste, il peut y avoir des soubresauts, on n'est pas toujours réactif à ça, à l'abri, mais il n'y aura pas de bain de sang. Et puis, alors, le problème des GAFA, c'est le dollar. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le dollar monte, s'apprécie. Je pense que sa période d'appréciation est terminée. On pourra peut-être revenir une prochaine fois. Pour des raisons simples, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu de remontées de taux d'intérêt aux États-Unis, les 2 dernières fois, vous avez aussi une baisse du dollar. Alors, on entrera dans ces considérations plus tard, parce que malheureusement, nous avons déjà passé 20 minutes ensemble, ce qui est très bien, mais il faut conclure. Donc, si je retiens tout ce que vous m'avez dit, le thème le plus important à vos yeux, à l'un et à l'autre, c'est tout de même celui de la guerre commerciale, avec toutes ses incidences. Absolument. Et le message que vous passez, et là encore vous êtes aligné, c'est que finalement il faut peut-être, pour se prémunir et chercher un peu de performance, aller plutôt sur des actifs diversifiés, voire un qui semble plus risqué que d'autres. En tout cas, il faut peut-être plus privilégier les actions que les obligations. Oui, ça c'est bien résumé. On est d'accord là-dessus. Eh bien, Alain, Eric, merci. Merci.